bienvenue dans Aux avant-postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. 20 kWh consommés par jour et par personne en Inde, contre 215 kWh aux États-Unis. Comme toutes les richesses, l'accès à l'énergie entraîne des inégalités dans le monde. Et forcément, ces injustices peuvent être source de futurs conflits. Pour en parler, je reçois Mathilde Jourde, co-directrice de l'Observatoire de défense et climat à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et Lucas Chancel, professeur à Sciences Po et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître au Seuil intitulé « Énergie et inégalité, une histoire politique ». Bonjour à tous les deux. Je voudrais qu'on commence cet échange par un témoignage. Nous sommes à Karachi, au Pakistan, en juillet 2025. Là-bas, les températures peuvent dépasser les 40 degrés. Farida Salim, qui est veuve et mère de 2 enfants handicapés, n'en peut plus des coupures répétées d'électricité. Elle a donc décidé de s'équiper de panneaux solaires au prix d'un grand sacrifice. On l'écoute. C'est difficile pour les pauvres d'installer un système solaire, mais il nous facilite la vie. C'est un choix difficile pour des gens comme nous, car comment réunir une telle somme? C'est compliqué de trouver cet argent, mais on doit faire ce choix difficile à cause de nos besoins. J'ai vendu mes bijoux et emprunté de l'argent pour installer du solaire. Je n'avais pas le choix. Je souffre de diabète et d'hypertension. Alors j'ai été obligée de le faire pour des raisons de santé. Ça lui a coûté 540 € pour un pays dont le salaire moyen est à 162 €. Lucas Chancel, vous avez travaillé sur une histoire longue des énergies en montrant qui avait le pouvoir dans ce secteur. Ça ne vous surprend pas de voir qu'aujourd'hui, des individus, des particuliers sont obligés de s'occuper eux-mêmes de cette énergie? Là, ce qu'on entend dans cet extrait, c'est vraiment le besoin essentiel qu'est l'énergie. Cette personne s'endette, dépense autant pour répondre à des besoins essentiels, notamment, elle parle des questions de santé. Mais donc là, on voit vraiment le fait que l'énergie va répondre à ces besoins absolument fondamentaux. C'est le premier point. Le deuxième point, on voit quelqu'un qui essaie de reprendre le contrôle sur l'énergie en installant des panneaux solaires et en le faisant seul. Puisqu'il y a une déficience visiblement de ce que peut générer l'énergie que peut apporter l'entreprise de production d'électricité. Et ça, c'est très intéressant parce que en réalité, les individus, les communes, les pays, en fait, peuvent prendre ou reprendre le contrôle de leur énergie. Et c'est ça que je regarde dans cette histoire longue de l'énergie, en montrant comment l'énergie, c'est un enjeu de contrôle. L'énergie, c'est aussi un enjeu d'émancipation parce que ça répond à ses besoins essentiels et comment tout ça a pu évoluer, changer à travers le temps. C'est une histoire qui est vraiment fascinante et moi, qui m'a beaucoup surprise quand je m'y suis intéressé. Mais en même temps, dans votre livre, on sent ce basculement entre l'énergie bien publique, qui appartient à l'État ou à la collectivité, énergie qui va plutôt dans le domaine du privé. Mais là, dans ce qu'on comprend au Pakistan, c'est que l'État est défaillant. Dans certains pays, l'État est effectivement défaillant. L'État n'arrive pas à répondre à ses besoins essentiels. Et dans ces cas-là, on voit, là c'est une individu toute seule, mais on voit aussi des coopératives. Oui. Donc des groupements d'individus qui vont se mettre ensemble pour installer quelques panneaux solaires sur le toit d'une école, par exemple. Et ces panneaux vont ensuite venir alimenter quelques foyers. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a différentes formes possibles pour organiser l'énergie. Il y a une diversité des possibles. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant dans ce livre. Dans certains cas, ça va être le secteur privé qui va être défaillant. Dans certains cas, ça va être le secteur public. Dans certains cas, les coopératives vont pouvoir venir en aide aux citoyens. Et c'est ça qui est vraiment intéressant au moment où on est en train de se demander à quoi ressemblera le secteur énergétique de demain, puisqu'il y a ces questions de changement climatique, il y a ces questions d'approvisionnement énergétique. Il faut se poser cette question fondamentale qui est qui contrôle quoi, qui possède quoi, et c'est l'enjeu qui est au cœur, c'est un peu le fil rouge de cette enquête que j'ai menée. Mathilde Jourde, alors qui contrôle quoi dans l'énergie, dans cette histoire longue de l'énergie? C'est plutôt le secteur privé qui a été à la pointe et un désintérêt de la part de l'État?
Alors ça dépend, comme dit Lucas à juste titre, ça dépend effectivement complètement des contextes, des pays, des politiques qui ont été mises en place historiquement. Et si on prend le cas par exemple des monarchies du Golfe, on voit que typiquement là il y a une vraie coalition entre l'État et le secteur privé. En fait, dans ces cas-là, le secteur privé, c'est l'État. Et donc, on a vraiment des politiques mises en place où il y a un lien très fort parce que c'est une même unité, que les personnes qui sont à la tête de certaines de ces entreprises énergétiques fossiles, principalement pour ces pays-là, c'est en fait des personnes, des familles royales, etc. Donc, on voit qu'il y a une concordance en fait, d'intérêts sur ces sujets qui explique aussi en partie certaines défaillances dans des États. Lucas Chancel, dans l'exemple qu'on vient de voir, l'État réagit en taxant plus 10% les panneaux solaires et en diminuant le prix de rachat de l'électricité fournie par ces petites unités. Ça veut dire quoi? Que l'État ne veut pas perdre la main? Là, visiblement, si l'État fait ce type de mesures, c'est qu'il ne veut pas perdre la main. C'est peut-être aussi qu'il se soucie d'une autre dimension essentielle, c'est qui produit les panneaux et à qui on les achète. Les Chinois. Et probablement, dans ce cas-là, ce sont des panneaux chinois. Ouais. Et donc, ça, c'est l'autre dimension clé. C'est-à-dire que, alors qu'on est en train de transformer fondamentalement notre secteur énergétique, on va passer, par exemple, d'une centrale à charbon qui produit l'électricité à des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité. Donc la question de qui capte la rente énergétique. Donc, avant, c'est ceux qui détiennent le charbon. Oui. Là, en partie, c'est ceux qui vont produire les panneaux solaires. Et donc, la rente va passer de producteurs de charbon ou à des producteurs de pétrole, les monarchies du Golfe notamment, comme on disait à l'instant, à ceux qui vont produire les panneaux solaires. Et peut-être que là, en l'occurrence, l'État pakistanais se dit, bon, il y a un petit souci là d'importation, etc. Donc, il faut absolument avoir ça en tête. Et les pays doivent se demander dans quel secteur on est en train de créer de nouvelles dépendances. Dans quel secteur est-ce qu'on a les moyens de développer nos propres filières? Et finalement, qui doit contrôler tout ça? Et est-ce qu'on est en train de créer un système énergétique qui va vers plus de justice ou qui va vers plus de concentration des pouvoirs et des richesses? Et il y a des exemples assez intéressants aujourd'hui dans le monde où on voit que les grands acteurs de la tech américaine, je pense notamment à Bill Gates, je pense notamment à Elon Musk, je pense notamment à ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., aujourd'hui investissent massivement dans le nucléaire. Ouais. Soit des petits réacteurs, soit ils se raccordent sur des vieilles centrales comme Three Mile Island. Tout à fait. Il y a eu un accident. Et donc, là, on voit une sorte d'alliance entre le monde de la tech qui est surdominant dans le monde digital, et quelque chose de très matériel, qui est l'énergie, et un bien essentiel. Et donc ça peut aller vers plus de concentration des richesses et des pouvoirs. Mais ce que je montre dans cette enquête, c'est qu'en réalité, les pays, les citoyens, ont eu le choix, tout au long du XXe siècle, pour organiser le secteur énergétique vers à la fois plus de justice, des prix avantageux pour les usagers et finalement moins de concentration des richesses et des pouvoirs. Et je pense que c'est vraiment ça la question que tous les pays devraient se poser aujourd'hui. Vraiment, ils ont eu le choix, Mathilde Jourde, quand on prend les pétromonarchies, est-ce qu'on a vraiment demandé l'avis aux populations ou pas ? Effectivement, la question des monarchies du Golfe, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quelque chose qui s'est vraiment fait à la tête des États, que ça a été un choix politique en réalité, et qu'on a eu un déplacement. On a eu à la fin du XXe siècle donc une rente pétrolière qui a commencé à se transformer pour s'adapter plus aux conjonctures de l'époque, donc pour s'adapter à cette transition énergétique que d'autres pays étaient en train de mener aussi de leur côté. Et donc on voit effectivement que c'est pas forcément un choix des populations dans ces pays-là, mais au contraire que c'est un choix de politique à la fois internationale parce que ça a des enjeux diplomatiques énormes de se mettre en train dans cette transition-là et que c'est un choix de politique intérieure aussi, de diversification économique, de sortir d'une forme de dépendance au pétrole, de surdépendance au pétrole. Et on voit que certains États sont en plein justement dans ces stratégies-là de diversification. Un exemple peut-être. Oui. Sur la rente pétrolière, il y a deux cas intéressants. La Norvège d'un côté, le Royaume-Uni de l'autre. Ils découvrent tous les deux du gaz en mer du Nord. Et puis, il va y avoir un pays qui va privatiser totalement le secteur dans les années 80-90, c'est le Royaume-Uni. Et donc, privatiser la rente gazière, c'est-à-dire les revenus qui sont générés par l'exploitation de ces ressources fossiles. Et puis l'autre, la Norvège, qui va décider de maintenir ça sous contrôle public, qui fait qu'aujourd'hui, les Norvégiens sont parmi le pays le plus riche du monde. Ils ont un fonds souverain qui est exceptionnel. Ouais. Plus de 2000 milliards d'euros dans ce fonds souverain qui alimente la richesse de chaque Norvégien. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de fonds souverain. En réalité, l'État a un patrimoine négatif, c'est-à-dire qu'il a plus de dettes qu'il possède de choses, qu'il n'a d'actifs.
l'État britannique aurait pu suivre une autre route, un autre chemin, faire d'autres choix. Et c'est là que je parle de choix que nous avons à faire aujourd'hui, que nous pouvons faire. Des choix différents ont été faits dans le passé. Et aujourd'hui, il y a un éventail des possibles en matière de reprise de contrôle de l'énergie. Lucas Chancel, vous êtes économiste. Est-ce qu'il existe un modèle d'équilibre où on verrait en partenariat les particuliers, les entreprises et l'État? Est-ce que ça a existé et est-ce que c'est possible? Alors, ce que cette enquête montre, c'est que différents pays ont choisi différents chemins. Et certains ont cherché à panacher ces différents modes de contrôle de l'énergie. Roosevelt, aux États-Unis, par exemple, dans les années 30-40, se méfie d'un contrôle privé de l'énergie. Il dit que ça crée des rentes, ça fait des tarifs trop élevés. Il va nationaliser une partie du secteur électrique en créant des grands barrages fédéraux, propriété de l'État. Il va pousser des communes à prendre le contrôle de petites centrales à charbon. Il va aussi pousser des coopératives. Donc là, on voit une sorte de panachage de la propriété électrique. D'autres pays, comme la Suède, par exemple, vont se dire, en fait, nous, on va vouloir créer une forme de service public au niveau local. Donc, ils vont missionner les communes pour produire de l'énergie et avoir des petites centrales de production de chaleur, utiliser du bois, par exemple, ou utiliser des biodéchets pour produire la chaleur pour les usagers. En Inde, d'autres choix ont été faits. Dans les années 70, le pays a décidé de nationaliser les mines, de nationaliser le secteur électrique pour produire de gros acteurs qui vont être au service de la population. Donc, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de modèle optimal. Ce n'est pas à un économiste de dire voilà, c'est ça la solution. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est vraiment cette diversité des possibles, comment les pays se sont organisés, et qu'il y a quand même une leçon fondamentale, c'est que quand on laisse l'énergie uniquement au secteur privé, voilà, il y a cette capacité de ce secteur à générer des rentes, à extraire des rentes et à créer des inégalités. Et ça, c'est très important dans un monde dont on sait qu'il est déjà assez inégalitaire. Alors, qui dit inégalité dit aussi risque, menace. Et là, vous avez beaucoup travaillé sur cette problématique. Mathilde Jour, vous êtes notamment l'autrice avec d'autres personnes d'une note qui a été publiée en mai 2025 sur le site de l'IRIS qui s'appelle « La diplomatie climatique des monarchies du Golfe, levier d'influence et outils de puissance ». Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les monarchies ont compris qu'ils pouvaient faire de la diplomatie du climat et en plus sécuriser leur pays? Ce qui est intéressant dans le cas de ces pays, c'est qu'on voit que les vulnérabilités climatiques deviennent un levier d'influence, un outil de puissance. On parle de vulnérabilité climatique parce que c'est une région qui est extrêmement à risque face au changement climatique, face à le réchauffement des températures terrestres, face au réchauffement des températures marines, face au cycle de l'eau qui va aussi être amené à changer, qui va créer des nouveaux aléas climatiques, etc., des tempêtes de sable. Donc on voit que c'est un pays qui est extrêmement vulnérable face à ces changements climatiques-là et aux conséquences qui vont arriver. En plus de ça, c'est des pays aussi qui ont des modèles de développement qui sont très carbonés, très énergivores et qui renforcent cette vulnérabilité-là. Et du coup, on voit aujourd'hui que ces pays se sont saisis de la question climatique et qui se sont saisis aussi de ces vulnérabilités-là, qui les ont compris et qui mènent une diplomatie climatique qui permet à la fois de parer à ces risques, mais en même temps qui permet d'être un levier d'influence, qui permet de créer une forme de politique étrangère climatique, une diplomatie climatique, qui permet aussi de servir d'autres intérêts. Mais en pensant à l'après-pétrole? En pensant aussi à l'après-pétrole, mais avant ça même en fait, parce qu'on n'y est pas encore à l'après-pétrole. En pensant avant ça à trouver des stratégies pour répondre à ces risques-là. Donc c'est par exemple sécuriser certaines ressources alimentaires. Donc comment est-ce qu'on va faire? Comment ces pays vont aller faire en Afrique par exemple? Donc aller typiquement sécuriser des terres arables. Exactement, même les acheter en fait. On en est à ça parce que les pays du Golfe ont compris qu'ils avaient une vraie dépendance face disons, aux importations alimentaires dans le cadre de certaines crises alimentaires en 2007-2008 par exemple. Et du coup, ils ont mis en place, encore une fois, je parlais de stratégie, ils ont noué des partenariats, ils ont acheté des terres dans d'autres pays pour pouvoir se procurer, pour pouvoir importer des céréales, par exemple, pour pouvoir apporter du blé, afin de pouvoir nourrir la population. Donc en fait, on a les changements climatiques et les stratégies de réponse aux changements climatiques qui, à la fois, répondent d'une part à ces vulnérabilités climatiques-là, mais qui servent aussi d'autres intérêts. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que la diplomatie climatique va plus loin que seulement les enjeux climatiques, en fait, que c'est vraiment un outil de puissance en ce sens. De soft power. Lucas Chancel, là, le modèle, il est clair. Hein. C'est l'État qui possède
possède les hydrocarbures, enfin l'État, un certain nombre de personnes au sein de l'État. Il a plutôt fonctionné ce modèle à partir de 1973. Alors, moi, ce que j'entends dans cet exemple-là, c'est ce besoin d'adaptation face aux chocs climatiques à venir qui vont créer et exacerber les inégalités existantes. Hein. Les pays et les populations les plus pauvres sont les plus touchés face à ces chocs. Et puis, hélas, il y a des pays qui ont des ressources financières, en l'occurrence, ces pétromonarchies, ces États pétroliers, qui ont des ressources pour se transformer. Et puis, il y a d'autres pays qui n'ont pas les ressources aujourd'hui, qui doivent se transformer avec un capital financier limité. Et là, il y a un vrai enjeu, en mon sens, d'accompagner ces pays, donc les pays qui n'ont pas les ressources, de leur donner accès à des ressources, potentiellement en contrepartie d'une décarbonation de leur système énergétique. Et là, c'est un rôle, en mon sens historique, des pays riches d'accélérer ça. Maintenant, pour revenir sur votre question sur le rôle de l'État, alors, ce que je regarde dans cette enquête, c'est je me focalise quand même sur des États où il y a un accès à la représentation politique, il y a un accès au vote, à la démocratie qui me semble en tout cas fonctionner. Donc je regarde l'Inde qui est une grande démocratie, les pays européens qui, dans la deuxième partie du XXe siècle, sont des démocraties parlementaires. Et j'essaie de regarder dans ces contextes-là. Et là, c'est un peu différent, si vous voulez. Une entreprise propriété de l'État en Suède ou en Inde, c'est pas la même chose qu'une entreprise propriété de l'État dans une pétromonarchie. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que dans les pays démocratiques pleinement, où il y a un jeu démocratique qui joue totalement, là on voit quelque chose de très intéressant dans ce qu'on peut appeler un service public de l'énergie au service de tous et contrôlé de manière un peu collective. Mathilde Jourde, dans cette diplomatie verte de la part des monarchies du Golfe, est-ce qu'il y a cette idée que relève Lucas Chancel, c'est d'être généreux et d'accompagner grâce à ses finances d'autres pays vers la transition écologique? Tout à fait, et on voit en fait que l'aide publique au développement ou l'aide au développement fournie par ces monarchies du Golfe, donc en particulier le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, s'est verdi en réalité ces dernières années, et on voit que de plus en plus de programmes d'aide au développement sont orientés sur des sujets climatiques, à la fois des politiques d'atténuation pour soutenir ces politiques-là dans d'autres pays, notamment en Afrique, mais aussi des politiques d'adaptation. Et on voit qu'il y a des véritables en fait, que c'est un levier pour revenir à ce sujet d'influence, qu'à la fois on est sur ce sujet de venir en aide à ces pays-là, et en même temps, derrière, ça sert d'autres intérêts. Et c'est cette ambivalence-là qui est intéressante aussi à constater. On voit qu'il y a en quelque sorte deux niveaux dans cette aide-là. Et du coup, oui, tout à fait, on voit complètement... Plutôt en Afrique ? Plutôt en Afrique, en Asie aussi, mais on voit que la proximité géographique des monarchies du Golfe avec l'Afrique fait qu'il y a eu un réel verdissement de ces aides-là en Afrique, que les ressources qui sont disponibles aussi en Afrique, que ce soit les ressources alimentaires, que ce soit également les forêts, par exemple, en fait, qui permettent de générer des crédits carbone. On voit que c'est aussi on a une forme d'accaparement de certaines de ces terres, de certaines de ces forêts en Afrique. En fait, on a des ressources sur le continent qui sont saisies aussi indirectement par ces programmes-là des monarchies. Plutôt des financiers ou aussi des industriels ? Alors, sur les monarchies du Golfe, c'est toujours un petit peu des deux. C'est ça ce qui est ambigu, c'est que c'est financier et industriel. Je dirais financier d'abord, mais les deux sont évidemment liés, donc ça va de pair. Lucas Chancel, une dernière question. Est-ce qu'on est allé trop loin dans la privatisation des secteurs énergétiques? Dans certains pays, il me semble que oui. Lesquels? Eh bien, dans certains pays de l'Est européen, par exemple, suite à l'explosion du bloc communiste, donc où le secteur énergétique avait de nombreux défauts, mais dans certains cas, on a fait l'inverse radical. Et en réalité, on voit que là où on arrive à avoir des tarifs qui sont corrects et justes pour les utilisateurs, où il n'y a pas de rente énergétique captée de manière disproportionnée par le secteur privé, c'est des pays où on a un mix entre propriété publique, propriété privée, et il n'y a pas un secteur qui va prendre le dessus, comme on a pu le voir dans certains pays. Et ce qui est vraiment important là, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix. On a des investissements massifs à faire dans tous les pays du monde dans le secteur énergétique, et donc les populations, les électeurs sont face à ces choix fondamentaux dont ils vont devoir se saisir dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre rubrique Dans le radar.
Un ouvrage, une étude, une enquête qui nous a interpellés cette semaine. Aujourd'hui, un livre, celui de Mathieu Verboux et Christophe Bouquet, tous deux réalisateurs de films documentaires. Ils publient aux éditions de la Découverte « Narcotrafic, le poison de l'Europe », une enquête sur le trafic de cocaïne aux Pays-Bas et en Belgique. Bonjour Mathieu Verboux. Pourquoi ce choix sur les réseaux de la drogue, alors la drogue dure, hein, la cocaïne, pourquoi ce choix sur les Pays-Bas et la Belgique? Il faut se plonger d'abord dans une perspective historique. On a une déferlante de la croissance du marché de la cocaïne depuis une trentaine d'années en Europe. Et il se trouve que les Pays-Bas ont été l'épicentre, le hub de cette croissance du narcotrafic, avec un des groupes criminels qui sont aujourd'hui connus, qu'on a appelé la Mokro-Mafia, et qui ont dominé le marché des Pays-Bas pendant toutes ces décennies. Et notre idée au départ était de s'intéresser à cette Mokro-Mafia pour savoir de quoi elle était le nom. Et c'est là qu'on a plongé directement dans une très longue histoire, qui est l'histoire des Pays-Bas avec les narcotiques depuis l'époque des grandes conquêtes coloniales au XVIIe siècle. Pourquoi vous dites que c'est un marché sans maître? Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce marché-là, c'est qu'il y a énormément de fantasmes et de représentations qui sont assez largement fausses sur le narcotrafic, qui consistent à imaginer des pieuvres avec des têtes pensantes, des leaders, des cerveaux qui pilotent tout le système. Et en fait, la grande particularité des Pays-Bas, et ce bien avant la période actuelle, c'est qu'on est face à des réseaux qui sont en réalité fragmentés, qui ne fonctionnent absolument pas comme les mafias en Italie ou en Albanie, qui sont des modèles très centralisés, très hiérarchiques, très pyramidaux, très verticaux. On est là face à des systèmes qui sont horizontaux, qui fonctionnent sur le partage des tâches et le partage des ressources pour faire le trafic. Et tout ça dans un contexte général qu'on ne peut pas ignorer lorsqu'on se penche sur la question, qui est que la production de cocaïne en Amérique latine, de coca, est telle qu'il est absolument impossible à quiconque, ni aux trafiquants, ni aux États, de pouvoir contrôler le marché. Donc en fait, c'est un marché qui n'appartient à personne, parce que contrairement aux grandes entreprises multinationales qui peuvent être monopolistiques sur un marché spécifique, là, en l'occurrence, sur le marché de la cocaïne, on est face à une multiplicité d'acteurs et depuis très longtemps, ce qui rend ce marché absolument incontrôlable. Mathieu Verboux, c'est donc un marché hyper concurrentiel. Totalement. Et avec les principaux acteurs, quand même, qui sont plutôt d'une certaine région dans le monde. Non, les acteurs viennent on est face à des collaborations de tout type. On est face à des collaborations entre ceux qui viennent des Pays-Bas et qui fonctionnent sur le modèle que j'ai évoqué, qui est un modèle horizontal, qui sont en alliance avec d'autres types de criminels en Amérique latine, en Irlande, dans les Balkans, en Italie et en Colombie. Et en fait, tous ces gens-là travaillent ensemble purement sur une logique d'opportunité. Vous parlez aussi du fait que les États sont totalement démunis. Est-ce que vous parlez uniquement des États européens ou de l'ensemble des pays qui prétendent lutter donc contre ce trafic? Le grand problème de la lutte contre les narcotrafics en général depuis très longtemps maintenant, depuis que Nixon, dans les années 70, a déclaré la guerre à la drogue, c'est que c'est une politique qui vise essentiellement un but électoral, qui est de montrer à la population qu'on est les gardiens de la sécurité. Le problème, c'est que c'est des politiques qui fonctionnent sur l'éradication. Et l'histoire a montré, les criminologues ont travaillé dessus, les anthropologues ont travaillé là-dessus, énormément d'universitaires, y compris les agents des stupes dans les différents pays occidentaux. Et on voit bien que cette logique d'éradication ne peut pas fonctionner pour une raison simple, c'est que la production continue de manière absolument incontrôlée. Et donc, en l'occurrence, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est une absence de sincérité et une absence de stratégie de la part des États, parce qu'ils devraient être beaucoup plus fins et beaucoup plus agiles dans la définition de leurs objectifs. Et en réalité, ils fonctionnent sur des mécanismes qui, en l'état, ne fonctionnent pas. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas lutter contre les criminels et ce qu'on appelle aujourd'hui le haut du spectre, puisqu'en l'occurrence, on est bien face à cette menace-là, mais il faut le faire en sachant qu'il va falloir choisir ses cibles, qu'il va falloir tenir compte du fait que la demande est extrêmement importante dans beaucoup de pays
et qu'il va falloir également tenir compte de quelque chose auquel on est qui est un invariant absolu, c'est la fantastique plasticité de la production de cocaïne en Amérique latine. En même temps, vous parlez, en ce qui concerne l'Europe, de principales menaces intérieures. Tous les protagonistes que nous avons rencontrés dans ce livre, les douaniers, les policiers, les agents de l'État, les procureurs, la justice, nous disent absolument tous que l'infiltration mafieuse est telle dans les pays européens aujourd'hui qu'elle menace les fondements de l'état de droit, la sécurité des populations, la fragilité de la réponse étatique et en même temps l'incapacité, une fois de plus, à définir cette stratégie générale qui fait que, en l'occurrence, les narcotrafiquants peuvent se targuer d'avoir des liens tout à fait importants avec le monde de la finance pour permettre de blanchir les profits de leurs activités. Et donc cette corruption-là est absolument dramatique, puisqu'en l'occurrence, elle est beaucoup moins vendable pour l'opinion que le terrorisme ou que, par exemple, la menace pédophile, qui est souvent évoquée par les magistrats, qui nous disent qu'il est beaucoup plus facile de vendre ça à l'opinion que de vendre quelque chose contre le narcotrafic. Or, de fait, la principale menace aujourd'hui est celle-là, une violence qui règne absolument dans tous les coins de tous les pays occidentaux. Merci. Et qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile pour les États d'élaborer cette stratégie. Merci beaucoup Mathieu Verbout pour vos réponses. Merci beaucoup Lucas Chancel. Merci beaucoup Mathilde Jourde. Aux avant-postes, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.